J'ai vu beaucoup de choses. Et on m'a montré tous ceux qui voulaient ma mort. Mais est-ce qu'ils ont pu m'avoir? Dans la vie, on ne touche pas n'importe qui. Dans la vie, on ne tue pas n'importe qui. Parce que même les dictateurs comme 8%, moi je l'ai toujours dit, à 8% Sassou, tu n'auras jamais une chevelure de ma tête ou un poil de ma barbe. Non. Mais on ne tue pas n'importe qui dans la vie. Dans la vie, on tue, mais il y en a qu'on ne peut pas toucher. Dans la vie, il y en a qu'on peut manipuler, mais il y en a qu'on ne peut pas manipuler. Parce que moi, je suis une personne, personne ne peut me manipuler. Il n'est pas encore né. Même Satan Lucifer ne peut pas me manipuler. La vérité doit être dite. Il n'y a que Dieu le Tout-Puissant. Dieu. My God is everything. God. Father God. Dieu est le Tout-Puissant. Et celui qui a Dieu en lui, il a tout gagné. Parce que le monde que nous vivons là, c'est un monde très dangereux. Dangereux, dangereux. Quand je regarde mes enfants, quand je regarde les petits-enfants, hein, parce que j'ai une fille qui a eu des enfants, mais quand je regarde ces enfants qui m'appellent par papy, j'ai pitié. Hein, parce que je me demande, ces enfants-là, si on se bat pas, demain ils vont être quoi? Ils seront quoi? Voilà. Parce que l'Afrique, on l'a suivi tout à l'heure dans le documentaire, une Afrique sans Africains serait une Afrique meilleure pour l'homme blanc. C'est parti, on va continuer. Toute la puissance est dans le Dieu là. Ah oui. En 1500, la traite transatlantique des esclaves était bien engagée, avec les Portugais en tête. Quand ils sont arrivés, ils ont construit ces bâtisses fortifiées le long de la côte. Et je tiens à vous rappeler qu'ils n'appelaient pas ces bâtiments des forts, mais des baraquements ou des usines. Des usines pour produire des esclaves pour les plantations. Vous voyez ceci? C'est l'emblème national du Ghana. Ça remonte aux croisades. En haut à droite, il y a un fort, pour montrer le rôle que ces bâtiments ont joué dans le développement social, économique et politique du Ghana. Ici, c'était le cachot des hommes. Il n'était pas éclairé, et ce trou-là servait de source de lumière et d'aération. Les hommes restaient ici pendant 3 mois en moyenne, et pendant ce temps, ils urinaient, ils déféquaient, ils vomissaient, ils mangeaient et dormaient ici. Ça, c'était la rigole d'écoulement des excréments et de l'urine. Quand il pleuvait, l'eau entrait pour laver le sol. Mais il était entièrement couvert de saleté, et beaucoup d'hommes tombaient malades et mouraient ici. Quant à la traite négrière, il faut bien voir qu'il s'agit d'une activité purement économique, liée au marché capitaliste. Il ne s'agit pas d'une entreprise gouvernementale, ni monarchique. L'organisation, la mise en œuvre et les modalités relevaient de compagnies privées. Liverpool devient le port anglais le plus important pour la traite des esclaves. Londres et Bristol ont bien tenté de rivaliser un temps, mais en 1750, Liverpool avait définitivement pris l'avantage.
On ne parle pas d'une période de 50 ou de 75 ans, mais de générations entières d'individus, de familles, qui ont construit leur fortune sur l'asservissement d'individus. Thomas Golightly était maire de Liverpool et l'un des marchands de la ville qui commerçait avec l'Afrique. C'était un homme très important, trésorier d'un grand nombre de sociétés, ce qui montre à quel point les habitants de cette ville impliqués dans le commerce triangulaire pouvaient être influents. D'où proviennent les fonds nécessaires à acquérir des navires, des esclaves, etc. Des placements boursiers. On investit son capital dans l'acquisition de titres de compagnie qui font commerce des esclaves, ou dans des banques qui, à leur tour, accordent des prêts à des compagnies négrières. Bref, tout se résume à une course au profit. On ne parle pas ici de haine raciale envers les Africains. Le racisme était alors moins prégnant. Le racisme est la conséquence, et non l'origine de l'esclavage. « 400 ans d'esclavage, le capitalisme meurtrier. Tout le monde veut sa part du gâteau. » Depuis l'implosion des régimes communistes au début des années 90, le capitalisme est considéré comme le seul système économique ayant cours dans les différents pays de la planète. Le terme capitalisme, par contre, a souvent mauvaise presse et est souvent employé avec des significations diverses. Pour vous, qu'est-ce que le capitalisme et comment le définiriez-vous de façon précise? Je pense que ce qui a rendu possible le capitalisme et ce qui permet de comprendre ce qu'il est en profondeur, c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est d'une part le type de monnaie que nous utilisons. Là, je remonte vraiment aux racines profondes du capitalisme. Je pense que le type de monnaie que nous utilisons conduit au capitalisme. C'est-à-dire qu'une monnaie privée, depuis la création de la Banque d'Angleterre, 1794, il y a une bande d'humains qui ont compris comment on créait la monnaie, qu'on pouvait la créer ex nihilo, et qu'il était très important d'avoir l'appui de l'État, donc du monopole de la force publique, pour être les seuls à pouvoir créer la monnaie pour notre compte privé. On les appelle aujourd'hui les banquiers, il faudrait trouver un mot qui montre plus que ce sont des crapules et des ennemis de l'humanité. En tout cas, il y a une petite banque d'humains qui sont devenus depuis des banquiers, qui étaient des banquiers, donc ils tenaient une banque et ils faisaient commerce de l'argent, mais qui se sont arrogés ou qui ont obtenu par corruption, par pression sur les princes qui avaient besoin de monnaie pour faire la guerre. Guillaume d'Orange avait besoin d'argent, c'était le roi d'Angleterre, avait besoin d'argent pour faire la guerre. Lui, il n'avait pas compris comment on créait la monnaie. Les banquiers avaient de l'argent. Les banquiers ont donné de l'argent aux princes en disant « Ok, on vous donne tout notre or, vous allez pouvoir faire votre guerre. Mais en échange, nous allons nous constituer en une association qu'on va appeler, et il est important que ça s'appelle Banque d'Angleterre, c'est début capitaliste. Hein. C'est pour ça que je vous en parle. Hein. Je ne suis pas en dehors du sujet. Hein. Non, dans la définition du capitalisme. On vous donne tout notre or, qu'on accumule en faisant du commerce depuis des siècles. On vous donne tout notre or, mais en échange, il s'appelle Banque d'Angleterre. Ça, c'est important pour l'escroquerie. De donner l'apparence que c'est public. Sinon, ce serait inacceptable. Et les humains ne laisseraient pas faire. Ils laissent faire parce que ça s'appelle Banque d'Angleterre. Ensuite, ça s'appellera Banque de France, Banque d'Allemagne, etc. Et à chaque fois, c'est une escroquerie, à chaque fois, c'est privé. Et même quand ça devient public après, vous allez voir, c'est encore sous contrôle privé. Mais enfin bon, on doit s'appeler Banque d'Angleterre. En échange de l'or qu'on vous donne, vous nous donnez des titres pour une valeur équivalente. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient rien donné, puisqu'ils avaient la valeur équivalente, parce qu'ensuite, ils allaient pouvoir faire commerce des titres en question. Et puis la possibilité d'en créer. La possibilité d'en créer davantage. Et c'est le début de la banque, et c'est le début du capitalisme. De l'accumulation de la monnaie, avec le droit pour des acteurs privilégiés d'en créer, alors pas
pas au départ autant qu'ils veulent, mais aujourd'hui, on en est arrivé à un stade où ils en créent autant qu'ils veulent. Mais, à mon avis, ça c'est une monnaie donc privée, rare, parce que ces gens-là savent bien qu'ils ne gardent leur pouvoir que si la monnaie qu'ils se sont donnée, qu'ils se sont arrogé le droit de créer est rare, parce que c'est la rareté de la monnaie qui rend possible leur chantage par rapport à toute la société. Les banquiers ne peuvent faire chanter la société que parce que la monnaie est rare et parce qu'ils en sont les... Voilà, la monnaie rare. Et cette monnaie rare que le monsieur est en train de parler, mais il ne s'agit pas que de l'euro ou le dollar, non, le franc CFA. Parce que le franc CFA participe immensement à l'économie mondiale. Mais l'Afrique, zéro. Parce que quand on parle de l'économie mondiale, l'Afrique est écartée, elle n'est pas dedans. Tout est calculé. Les vampires ont installé un système, mais de vampires, de cannibales. Car l'idée du général de Gaulle, avoir instauré le franc CFA, mettait une idée copier-coller hitlérienne. Le franc CFA est une monnaie nazie. Nazie pour la destruction de chaque individu noir. Voilà pourquoi il y a des directs que j'avais fait à l'époque. J'avais dit, homme noir, partout où que tu te trouveras dans le monde, sache que tu es chez toi. Quand les migrants viennent en France, la France ne veut pas les loger. Mais la France doit comprendre que ces migrants-là, ils sont chez eux. Pourquoi? La France, elle a pris nos ancêtres, elle les a menés vendre comme des voitures. Oui, on a vendu des Noirs comme des véhicules. Les Antillais, Martinique, Guadeloupe, la Guyane et ailleurs, sont nos parents. Les Brésiliens noirs sont nos parents. Les Américains noirs sont nos parents. Tous, hein, en Italie, il y a des Noirs. Ils ne parlent même pas une langue française, rien que l'italien. Des Noirs. Mais ils viennent d'où? L'Afrique. Mais c'est nos ancêtres. Nous, on a pris nos ancêtres, on les a vendus. Mais l'homme blanc, l'esclavagisme qu'ils ont fait, est-ce que dans leur esclavagisme, il y avait liberté, égalité, fraternité et bande de mensongères? Est-ce qu'il y avait pays de droits de l'homme? Des menteurs. Ils ont fait trop de mal à l'être humain. Et aujourd'hui, il est temps que la France paye. Il est temps que les Américains payent. Tous ceux qui étaient dans le contexte de la souffrance de l'homme noir, ils doivent payer. Ils doivent payer. Mais c'est quoi ça? L'Afrique immensement riche. Mais l'Afrique est en retard. L'Afrique souffre. À cause de qui? L'homme blanc politique. L'homme blanc mauvais. L'homme blanc assassin. Il met en place toute une mascarade pour exterminer l'homme noir. Mais ils n'exterminent pas que l'homme noir en Afrique. Même en Europe, aux États-Unis, nous avons suivi. Voilà pourquoi, je me rappellerai toujours, mon médecin traitant en France, Monsieur Passy, il faut vous mettre le vaccin. Vaccin pour la grippe. Monsieur Passy, il faut vous mettre, vous faire passer les radios et les scanners. Si vous avez des problèmes de cœur, on doit vous mettre des vaccins. J'ai dit quoi? Allez mettre ces vaccins-là au président Emmanuel Macron. Allez mettre ces vaccins-là au Premier ministre ou aux députés au Parlement, hein, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Mais foutez-moi la paix, j'ai pas besoin de vos vaccins.
J'ai dit, moi, je suis un résistant et vous voulez mettre vos produits pour m'empoisonner à l'intérieur. J'ai dit non. J'ai dit non. Voilà. Tout système de vaccin, je refuse. Ce ne sont que des mensonges. Mais le sida, qui a créé le sida? Mais c'est eux. Hein? Et je remercie le bon Dieu que je suis rentré dans le système militaire d'armement français. J'ai fait l'armée française et je connais qui ils sont. Mais je connais qui est l'homme blanc. Je connais qui est l'homme français. Personne ne peut me dire qui est l'homme français. Personne ne peut me dire qui est l'homme politique français. Je connais qui ils sont. Personne ne peut me dire qu'est-ce qu'est l'Église catholique. Personne. Car je sors d'une famille chrétienne. Et l'Église catholique n'est que la loge française. L'Église catholique n'est que la loge française. Le Vatican, c'est le siège de Satan Lucifer. Le pape au Vatican, il signe. Il signe tout ce qui se passe en Afrique. Le pape, il est au courant. Mais quand j'avais chanté une chanson, l'Église catholique et le Vatican, le pape, il a pris des renseignements sur moi. Et le pape, après, il a fait quoi? Il a commencé à parler du Congo. Mais avant, il ne parlait pas du Congo. Ils s'en foutaient. Parce que lui, c'est quoi? C'est un businessman. Il veut son argent. Il veut de l'or. Il veut du diamant. Il veut du cobalt, du coltan. Mais le pape est dans ce business. Le monde des multinationales n'est pas qu'un monde des hommes d'affaires. Il y a les politiques dedans, que j'appelle les politiciens. Il y a les gens, soi-disant, des cardinaux, des monseigneurs, le pape, mais au fait qu'ils sont tous que des reptiliens, des avatars. Ils sont dans ce business. Voilà. Voilà pourquoi moi, le tiers africain, quand j'ai quitté l'Afrique, je suis venu en France, ma première copine en France, vraiment une fille, une beauté des beautés, une antillaise. Son père, moitié cubain, moitié martiniquais. Et la maman, elle était de la Martinique. Alors, imaginez le mélange. Mais, je n'étais pas sorti avec cette fille comme ça. Mais au fait, c'est quoi? Dieu voulait au fait que je m'attache à ceux dont l'homme blanc avait pris en Afrique et amené un seul chemin, l'esclavagisme. Oui. Et aujourd'hui, quand je suis en train de parler, et je suis sûr et certain, elle me suit, mais elle doit se dire, mais celui-là, je suis sorti avec lui à l'époque, mais je ne savais pas qu'un jour, il serait comme ça, en train de parler comme ça. Parce qu'au fait, tout ce qu'il dit, c'est la vérité sur la vérité. Mais oui, oui, la vérité sur la vérité. Parce que nous tous, nous ne sommes pas venus dans ce monde pour être des riches. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour suivre le matériel. Non. Moi, je suis venu dans ce putain de monde, ce monde barbare. Je suis venu là, c'est pour l'équitable de chaque individu. Qu'on ne puisse plus tuer l'être humain, qu'on ne puisse plus mentir l'être humain. L'exploitation de l'être humain, je suis contre. Parce que il n'y a pas que le blanc qui utilise l'être humain. Il y a des Africains vivant en France ou ailleurs qui utilisent d'autres Africains pour leur propre bien personnel. Les Africains qu'ils utilisent, ils vont les prendre par exemple, ce sont des amis, hein, mais ils vont les prendre par exemple pour des parents. Mais des parents artificiels. Ils ne gobent jamais, ils ne prennent jamais cela pour leurs parents. Mais ils vont les faire souffrir. Ils vont leur faire travailler comme des esclaves.
sans aucun sou. Hein. Ils vont faire pas mal de bonnes choses pour cela. Mais, après, il sait quoi? Lance-pierre. Voyez lance-pierre que David avait envoyé à Goliath. Voilà. Mais tout se paye. Parce que dans la vie, on ne peut pas jouer avec les gens de Dieu. Dieu a mis ces gens sur terre qui ont une lumière. Des gens qui sont là pour aider les gens. Voilà. On va continuer. Producteur. C'est absolument majeur pour comprendre la tenaille dans laquelle on est, ça. Je veux dire, nous sommes la proie des banquiers parce que nous les laissons créer la monnaie et cette monnaie, ils la créent en trop petite quantité pour nous. Pour eux, ils s'en créent des quantitative easing, ils appellent ça. Mais c'est pour eux. Quand on crée des milliers de milliards là, en ce moment, c'est pour eux, c'est pas pour nous. Et là, cette organisation sociale dans laquelle une poignée d'individus prend la création monétaire et se débrouille pour que la monnaie soit rare, si vous combinez ça au fait que la monnaie garde sa valeur, ne se détériore pas, et c'est pour ça qu'ils tiennent absolument à ce qu'il n'y ait pas d'inflation, elle incite à accumuler, elle incite à capitaliser, elle incite à faire d'État, parce que nous autres humains, on est comme des animaux d'ailleurs, hein. On se projette sur l'avenir, on sait qu'on va manquer, par peur de manquer, on fait d'État, des provisions, et on fait aussi des provisions d'argent. Et quand on fait des provisions d'argent, quand on fait des tas d'or, on en prive, si l'or est rare, si la monnaie est rare, on en prive les autres. Et donc, une monnaie privée, rare, coûteuse, qui ne perd pas sa valeur, je pense que ce type de monnaie nous conduit, mais là c'est presque, c'est anthropologiquement, c'est presque comme une loi de physique qui nous dépasse complètement. Une monnaie de cette nature nous conduit à accumuler et donne un pouvoir antisocial à ceux qui ont accumulé, à ceux qui ont trop d'or. Et donc les implications sont politiques, mais parce que c'est une monnaie qui rend possible un chantage de ceux qui ont de la monnaie par rapport à ceux qui n'en ont pas. Et donc il y a dans le type de monnaie que nous utilisons, il y a une des racines principales, une énorme racine, une cause principale du capitalisme. Vous venez de nous dire que Sarkozy et Merkel en 3h30 avaient trouvé 1700 milliards. 1700, oui. Si on a pu trouver 1700 milliards pour les banques, on pourrait trouver les milliards pour la dette du tiers-monde, pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Alors pourquoi ne veut-on pas libérer l'Afrique et le tiers-monde? Le Congo est devenu indépendant le 30 juin 1960. Mais les sociétés minières internationales font des profits astronomiques. C'est les sociétés canadiennes, américaines, françaises, belges aussi. C'est toujours les mêmes, c'est Exxon, Total. Oui, c'est toujours les mêmes. C'est les sociétés minières de Colmésie, ailleurs. Il est évident que ces sociétés-là n'ont aucun intérêt qu'une démocratie congolaise naisse, ou même qu'un État national, même s'il n'était pas démocratique, forte, enfin solide, naisse capable de négocier. Vous comprenez? No, me angaria kule na huyo. Amwende kule. Eu vai responsable muito. Quem é responsável?
Mais je vous ai dit l'autre fois que je ne vais pas voir des gens comme ça travailler comme ça. Il n'a pas les bottes, même celui-là avec des pantoufles. Et l'autre en babouche bien. Moi, je vais chinois au Kuyo. Si je trouve ça cet après-midi, je ferme l'usine. Can you hear me? If I find these people with this clothes, I close this afternoon. You come back. Non, je dis ceci. Si je les trouve comme ça, je vais fermer l'usine aujourd'hui même. Et c'est la dernière fois. Et vos fondeurs touchent $120. Non, non, non. Les fondeurs ne peuvent pas toucher $120. Les fondeurs, le moins payé, c'est $300. Alors maintenant, Amérique du Sud, oui. Voilà la Bolivie, oui. Où se crée un miracle. À savoir que tout ce qui se passe au Congo oui. ne se passe pas en Bolivie. Les Blancs sont 13% sur la planète. Hein. C'est dingue. On a l'impression qu'on dirige tout. Hein. Pas l'impression, c'est vrai. Les multinationales occidentales sont les maîtres du monde. Et vous avez dit tout à fait justement tout à l'heure, ce qui tient du miracle, le deuxième pays le plus pauvre d'Amérique latine. Ils élisent le premier Indien qui est jamais devenu depuis 500 ans président d'un pays, président d'Amérique latine, dans une élection tout à fait libre. Et Evo Morales Ayma, ce n'est pas un intellectuel urbain déguisé en indien et qui fait un discours indigéniste comme il y en a d'autres. C'est un paysan. Un paysan indien, il parle mal, il est ennuyeux quand il fait des discours, il parle doucement comme un indien, vraiment discrètement, etc. Une merveilleuse gueule d'Aymara avec un nez proéminent, des cheveux noirs, tout ça. Eh bien, ces peuples du silence, hein, complètement niés dans leur existence par les oppresseurs, arrivent au pouvoir par élection. Le 1er mai 2006, il décrète la souveraineté énergétique, c'est-à-dire l'armée bolivienne qu'il a épurée avant, hein, qu'il a chassé les vieux généraux, occupe les principaux champs pétroliers et champs gaziers du pays. Il reprend ce qui est à son pays. Mais c'est légal? Il a créé cette légalité. C'est moralement totalement légal. Nous sommes ici pour continuer à récupérer nos ressources naturelles et pour consolider la nationalisation et la récupération des entreprises d'État. Les sociétés multinationales payées au trésor bolivien comme taxes et impôts 5% de leurs revenus et garder le 95%. Hein. Aujourd'hui, c'est pratiquement l'inverse. 82% des revenus pétroliers, minéraux et gaziers, 82% vont à la Bolivie et 18% vont aux sociétés étrangères. Qui sont en train d'extraire le pétrole qui continuent comme société de service. Maintenant, ils travaillent comme société de service. Donc la Bolivie est devenue en un jour un pays riche. En un jour, un pays riche, et maintenant, ces milliards de dollars qui affluent dans les caisses sont transformés en programme Desnutrition Zéro, c'est-à-dire contre la mort infantile par sous-alimentation, en réseau hospitalier, en assainissement de l'eau, en industrie, en agriculture vivrière. Vraiment pour la quinoa, formidable. Formidable. Et pourquoi partout et ça à cause de cette formidable résurgence mémorielle, que la mémoire blessée, silencieuse, réduite au néant par le colonisateur et ensuite par ses successeurs créoles et ensuite par les sociétés multinationales, tout à coup les Quechua, les Moxos, les Guarani, les Aymara ont pris possession de leur identité. Vous faites quoi comme bilan, Jean? Vous disiez au début, finalement, ma vie est un immense échec professionnel, puisque à partir du moment où j'ai commencé à être rapporteur jusqu'à aujourd'hui, la faim dans le monde a doublé. J'aime bien notre discussion parce que vous posez des questions vraies, c'est pas du tout... Mais cette question-là, je m'interdis à me le poser dans le jeu. Chacun doit faire ce qu'il peut là où il est, chaque instant. Échec, oui, bien sûr, de mon travail, mais du moment que j'ai fait ce que j'ai pu... Mais voilà. Tu comprends, Il y a une phrase de vous que j'adore, je veux enfin vous la dire. Dis-moi. C'est que vous avez dit, effectivement,
ça pourrait être un échec parce que ça a doublé. Ça mais l'est, au moins, ça l'est, les gens meurent, terminé. Mais Les au enfants moins meurent. j'ai gueulé. Vous avez dit ça? Oui. Si, Et j'adore ça. Mais au moins j'ai gueulé. Oui, gueuler, moi j'ai pensé, j'ai fait ce que... Il y a une anecdote de Bertolt Brecht qui, vers la fin de sa vie, se promène dans Berlin, etc., avec un vieux camarade, et le camarade lui dit, écoute, tu as lutté, tu as lutté, et finalement, vers la fin de ta vie, à quoi ça a servi? Et Brecht lui répond, il faudrait presque le dire en allemand, ohne uns hätten sie es leichter gehabt. Sans nous, eux, en face, ils auraient eu la vie plus facile. On les a gênés. Au moins, on les a gênés un petit peu. Voilà. De l'envers de la dette. Et vous en parlez à partir de deux cas exemplaires qui sont le Congo-Brazzaville et l'Angola. Et puis ensuite, je vous montrer comment on est en train de passer de la France-Afrique à la mafia-Afrique, c'est-à-dire une forme de mondialisation de ces phénomènes. Et puis je terminerai par un aspect beaucoup plus positif, c'est-à-dire comment on peut inventer une nouvelle solidarité internationale. Alors, le Congo-Brazzaville. La dette, d'abord. La dette, après toutes ces magouilles, ces manœuvres que je vous ai décrites, les appétits se sont aiguisés, parce qu'il y avait de la corruption, il n'y avait plus assez d'argent dans la rente des matières premières. Et donc, à la fin des années 70, on a trouvé une idée absolument géniale. On a dit aux Africains, écoutez, on va vous faire une aide publique au développement supplémentaire formidable, on va vous prêter à 1, 2 ou 3%, par exemple, alors que le taux du marché est à 10 ou 12%, et la différence, on va dire, c'est cadeau, c'est l'aide publique au développement. Donc on va vous prêter à tout va, sauf que on a prêté pourquoi? La moitié, comme je vous le disais, est repartie directement en Suisse ou dans les paradis fiscaux. L'autre moitié a servi à des projets somptuaires, des palais aménagés de Boeing de Bongo, etc., etc., ou ça a servi également à ce qu'on appelle les éléphants blancs, c'est-à-dire des projets dont le seul intérêt était d'être des gros chantiers pour des entreprises françaises, des projets facturés 3 fois, recommencés 5 fois, ou par exemple un hôpital dont le coût de fonctionnement est supérieur au budget de la santé du pays, donc il ne fonctionnera pas, ou un IUT dont le coût d'entretien est supérieur au budget de l'éducation, donc il ne sera pas entretenu. Tout un tas de choses qui sont complètement à côté des nécessités du développement, et quand vous vous retrouvez 15 ans plus tard à devoir rembourser de l'argent qui était soi-disant cadeau, mais qui est quand même une dette, avec quoi allez-vous le rembourser? C'est-à-dire que cet argent, les gens n'en ont jamais vu la couleur. Alors ça, c'est le phénomène, j'allais dire, ordinaire. Avec le cas du Congo-Brazzaville, on passe à une échelle qui est encore beaucoup plus incroyable. Beaucoup plus incroyable. Parce que là, on a un phénomène que je voudrais que vous arriviez à comprendre, parce qu'il est un petit peu extraordinaire. C'est que on a un pays qui a du pétrole. Alors, depuis qu'il a du pétrole, la France-Afrique, ELF, etc., lui prend son pétrole. Elle lui prend son pétrole, il y en a un tiers au moins qui n'est pas déclaré, qui passe au noir. L'or noir passe au noir. Dans des cargos qui vont se vendre sur les marchés parallèles. Jamais le gouvernement congolais n'a eu la possibilité de savoir combien il y a de pétrole qui sortait de chez lui. On lui donnait de temps en temps une feuille de papier avec 3 chiffres. Bon. Avec interdiction d'aller vérifier. Bon. Donc, le pétrole, on lui pompe son pétrole. Et puis, à la place de ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la dette. On dit aux gens, écoutez, endettez-vous, on va vous faire un château à Paris, on va vous donner de l'argent par là, etc. Et donc, on fait ce qu'on appelle des prêts gagés sur le pétrole. On a vendu le pétrole pour 10 ans, 15 ans, tout le pétrole à venir. Et avec ça, ces prêts gagés, on vous explique qu'on passe par 30 ou 40 intermédiaires. On fait le tour de tous les paradis fiscaux. Chaque fois, il y en a un qui prend 1 ou 2%. Chaque fois, ça augmente la dette. Et puis, ensuite, on revend la dette, etc. etc. Et puis, c'est comme des œufs en neige. On vous a fait une dette au départ sur du pétrole que vous allez extraire dans 5 ans. Et cette dette, à force de se monter comme des œufs en neige, elle se multiplie par 3, 4, etc. Et vous vous retrouvez avec un des pays les plus riches d'Afrique, qui est le Congo-Brazzaville, qui, à la fin, a une dette qui est égale à 3 fois sa production annuelle globale, son PIB, comme on dit. Donc, vous avez quelque chose d'extraordinaire. On vous prend le pétrole, et à la place, au lieu de vous mettre de l'argent, on vous prend de l'argent.
on vous enlève 3 fois l'argent. C'est quand même une opération formidable. Alors je ne vous rentre pas dans tous les détails, parce que les mécanismes qui passent par les paradis fiscaux, tous les intermédiaires, il y en a des quantités, je décris ça en détail dans l'envers de la dette, c'est un peu compliqué, mais le résultat, il est là. C'est-à-dire, c'est pas plus et moins, c'est pas de la comptabilité en partie double, on prend du pétrole, on met de l'argent, non. On prend du pétrole et on arrive à prendre de l'argent. Et puis alors, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il y a une partie de cet argent qui sert à acheter des armes. On arme les 2 camps de la guerre civile, comme je vais vous l'expliquer, et avec ça, le pays est détruit. Bon, c'est extraordinaire. Comme criminalité répétitive, c'est quand même intéressant. On prend le pétrole, on met la dette, on détruit le pays. C'est assez radical. Alors évidemment, le pays, après ça, est en une difficulté assez importante pour aller discuter le pourcentage du pétrole. Et donc je vais vous raconter ça, non plus sous l'angle de l'envers de la dette, mais sous l'angle de l'actualité politique, criminelle et militaire du Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui s'est passé en 1990? On avait une dictature dirigée par M. Denis Sassou Nguesso. M. Denis Sassou Nguesso, c'est un personnage assez folklorique, anti-impérialiste, développant des discours sur l'inégalité, le marxisme, etc., etc. Mais le Floch a une phrase magnifique, il dit que le Congo a été un temps marxiste toujours sous contrôle d'Elf. C'est-à-dire qu'il y avait un agent des services français qui était déguisé en marxiste et qui était en fait le contrôleur d'Elf. Bon, alors cet agent-là, c'était monsieur 17%. Pourquoi? Parce qu'il ne demandait pour son pays que 17% du pétrole. C'était quand même un monsieur bien confortable. Par ailleurs, il touchait de l'argent grâce à tous les détournements, mais ça, c'est une autre affaire. Pour elle, ça ne coûtait que 17% du pétrole déclaré. Alors, il y a un grand mouvement démocratique qui apparaît à partir de 1990. Les gens se réunissent en conférence nationale souveraine, c'est un peu comme 1789, tout le peuple se met ensemble, on élabore une nouvelle constitution, on veut redémarrer la vie politique et démocratique du Congo-Brazzaville. À ce moment-là, les gens se disent, mais on voudrait quand même un petit peu plus d'argent du pétrole, on va demander le double, 33%. C'est insupportable à Elf, et on a trouvé la preuve dans les coffres-forts d'Elf, ce qui est rarissime, lors d'une perquisition menée par les juges Joly et Wisniewski, d'un coup d'État préparé aussitôt pour renverser la démocratie par Elf, le réseau Pasqua et le réseau Focard. On a trouvé les détails de la préparation. Ce coup d'État a échoué, un président a été élu, certes imparfait, qui a beaucoup de reproches à se faire, mais au moins c'était l'élu de la population. Mais pendant ce temps-là, et là j'ai pas le temps de vous raconter cette histoire qui est assez compliquée, mais aussitôt, les réseaux France-Africains, les réseaux Pasqua, Focard, Chirac, etc., tout le monde s'est employé à remettre en place monsieur 17%. Oui, j'ai oublié de dire que, après la conférence nationale souveraine, monsieur Sassou Nguesso s'est présenté aux élections, il a eu 17%. Donc c'est vraiment monsieur 17%. Donc, monsieur 17%, il fallait le remettre en place. Et donc, comment on a fait? On a commencé à larguer des armes. Monsieur Sassou Nguesso a un gendre assez riche, un voisin qui s'appelle Omar Bongo, président du Gabon. Monsieur Sassou Nguesso a des relations dans toute la classe politique française, depuis l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. On a commencé à larguer des armes. On a une préparation politique qui a été faite également depuis la mairie de Paris, par un certain monsieur Probst, enfin je passe sur les détails. Et en 1997, donc une guerre civile se déclenche pour renverser le pouvoir qui avait été établi par le renouveau démocratique du Congo-Brazzaville. La guerre civile a duré 4 mois. Pour renverser le régime en place, je suis obligé de vous dire la liste de tous ceux qui ont participé parce que c'est assez incroyable. Il y avait toute une partie de l'armée qui était fidèle à Sassou Nguesso, des miliciens qui ensuite vont commettre une série de crimes contre l'humanité qu'on appelait les Cobras, mais la France a amené 1000 soldats tchadiens pour aider. Il y avait une partie de la garde présidentielle de Mobutu, de sinistre mémoire, qui s'était repliée de l'autre côté du fleuve, donc à Brazzaville, qui a contribué à combattre aux côtés de Sassou Nguesso. Il y avait toute une partie de l'armée qui venait de commettre le génocide au Rwanda 3 ans auparavant, qui s'était réfugiée comme par hasard au Congo-Brazzaville, en France-Afrique, et qui a contribué également aux côtés de M. Sassou Nguesso. Un certain nombre de mercenaires dont je vais vous parler tout à l'heure. Et puis, pour finir, l'armée angolaise qui est venue envahir le Congo pour achever de réinstaller le dictateur. Alors, l'armée angolaise, c'est quand même pas rien. C'est là que, bon, il faut voir la désinformation que nous subissons
Vous savez, vous avez peut-être entendu des présidents ces temps derniers vous expliquer que la France n'intervenait plus jamais militairement en Afrique. Eh bien, vous avez peut-être aussi entendu parler, parce que je vais aussi en reparler, de l'Angola Gate, c'est-à-dire de ce scandale de fourniture d'armes à un pays en guerre civile, l'Angola, par le réseau Pasqua, M. Falcon, M. Guédamac, M. Marchiani, etc., etc. Eh bien, Marchiani a déclaré devant le juge, mais attendez, c'est pas une affaire subalterne, cette affaire. Nous avons négocié avec l'Angola pour lui fournir des armes, et en contrepartie, il a dit ça au juge, en contrepartie, l'armée angolaise allait intervenir pour les intérêts de la France dans les guerres civiles des deux Congos, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Ce sont les deux guerres civiles les plus meurtrières d'Afrique en ce moment, ou qui ont été les plus meurtrières. Donc sans que vous le sachiez, sans que le Parlement le sache, eh bien il y a eu la France, par Angola interposé, par Tchadien interposé, par Mobutuiste interposé, etc., a mené une guerre qui a contribué à détruire le Congo-Brazzaville. Et je n'ai pas le temps de développer, mais dans cette guerre, les deux camps de la guerre civile ont été armés par des trafiquants d'armes liés aux pétroliers avec l'argent de la dette. Si je continue, M. Sassou Nguesso, M. 17% revenu au pouvoir et recommençant les mêmes pratiques, la guerre civile, un bout de guerre civile, renaît un an plus tard. Et entre décembre 98 et décembre 99, le rouleau compresseur angolais, tchadien, les miliciens, etc., les mercenaires, dont je vous parlerai, ce rouleau compresseur a fait au Congo-Brazzaville minimum 100 000 morts, une cinquantaine de radeaux sur glane, plus de 20 000 viols ethniques, plus en un an que tout ce qui s'est passé au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis. Regardez la couverture de presse de ces 3 derniers événements pendant la même période. Regardez ce qu'on vous a raconté sur ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, l'un des tout premiers fournisseurs pétroliers français et le berceau de la France libre. Rien. Une censure quasi totale. Et, bien entendu, ce pays, maintenant, sa normalisation est achevée. Le dictateur vient d'être légitimé par de pseudo-élections. Et on vient de dire, M. Sassou Nguesso, donc, est un élève modèle de la nouvelle guerre du bien contre le mal. Il s'est évidemment le premier à s'enrôler auprès de M. Bush. Parce que dans cette affaire, évidemment, les Américains étaient tout à fait d'accord. Alors, simplement, pour vous donner encore un tout petit exemple, j'ai essayé d'accélérer parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais pour vous donner un tout petit exemple du fonctionnement de la France-Afrique, dans cette affaire-là, il y a eu tout un tas de mercenaires français, et ça c'est quelque chose de très inquiétant pour la démocratie, parce que tous les grands pays occidentaux, aujourd'hui, pour ne plus intervenir militairement officiellement, sont en train de développer dans des proportions considérables des sociétés de mercenaires qui pourront échapper aux lois de la guerre, mais qui sont en fait complètement contrôlées par les services secrets. Et il y a 2 types de vrais faux mercenaires. Il y a eu un triplement depuis 1990 du nombre des soldats qu'on pourrait appeler des forces spéciales, qui dépendent maintenant directement du commandement des opérations spéciales, le COS, qui est rattaché hors hiérarchie à la présidence de la République. Autrement dit, depuis 1990, le président de la République française dispose de sa garde présidentielle comme n'importe quel chef d'État africain. Et il peut mener des guerres secrètes, ce qu'il a fait au Rwanda et ce que Chirac a fait au Congo-Brazzaville. D'ailleurs, le ministre de la Coopération français a vendu la mèche dans Jeune Afrique. Il a dit qu'il y a vraiment beaucoup trop de confusion au Congo-Brazzaville, parce qu'il y a quantité de mercenaires français qui ont à peine eu le temps de quitter l'uniforme qu'ils portaient hier. Parce que c'est tout simplement des militaires des forces spéciales qui se déguisent en mercenaires, qui font un intérim de mercenariat et qui porteront à nouveau leur uniforme demain. C'est quand même tout à fait gênant. Mais il y a encore pire. Il y a tous les mercenaires d'extrême droite qui sont répandus à travers toute l'Afrique et dont le vivier est constitué par la garde présidentielle de Jean-Marie Le Pen, le DPS, Département Protection Sécurité. Il y a 1700 hommes là-dedans, anciens gendarmes, anciens militaires, anciens policiers. Toutes les sociétés de mercenaires françaises recrutent parmi ces 1700 hommes. Il y a au moins une quinzaine de sociétés de mercenaires, et quand nous sommes plaints de la présence de ces mercenaires au Congo-Brazzaville, au ministère des Affaires étrangères, on nous a dit, mais il faut respecter la liberté du commerce. Alors, ces sociétés, pour voir un peu de quoi il s'agit, il faut que je vous raconte très brièvement l'histoire de Bernard Courcelles.
Bernard Courcel est un officier du plus secret des services de renseignement français, qui s'appelle la sécurité militaire ou la DPSD. La DPSD est chargée entre autres du contrôle des trafics d'armes et des mercenaires. En 1980, il démarre sa carrière avec un certain Bruno Gollnisch, qui a fait une autre carrière par la suite. Bernard Courcel, chargé de contrôler les mercenaires, il crée sa société de mercenaires avec son frère, qu'on verra ensuite dans les 15 années à venir. Ensuite, il est chargé de la sécurité de l'entreprise Lucher, qui fournit des armes à l'Irak et à l'Iran pendant toute la guerre des années 80. Car la stratégie occidentale, c'était que la guerre dure le plus longtemps possible. Ensuite, je passe quelques épisodes, en 1990, il devient en quelque sorte le garde du corps de Madame Mitterrand-Bis, Anne Pajot. Madame Mitterrand-Bis était conservatrice du musée d'Orsay, et pas du Quai d'Orsay, non. Et Monsieur Bernard Courcel a été chargé de la sécurité du musée d'Orsay. Quand on sait les dizaines de millions, pour pas dire les centaines de millions, que Mitterrand a dépensé pour garder le secret de sa vie privée, on peut difficilement imaginer un personnage plus près du cœur du pouvoir. Or, sans transition, en 1994, M. Bernard Courcel est nommé directeur de la garde présidentielle de Jean-Marie Le Pen. Il passe de Mme Mitterrand-Bis à Jean-Marie Le Pen sans transition, et pendant 6 ans, il va être le directeur de ce vivier de mercenaires, qui l'enverra un peu partout, en Afrique et ailleurs. En 1999, il devient directeur de la garde présidentielle de M. Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, qui venait de commettre une série de crimes contre l'humanité, et 2 mois plus tard, directeur de la sécurité des installations pétrolières françaises au Gabon, un poste tout à fait marginal. Donc vous voyez cette espèce de glissement entre Mitterrand, les trafics d'armes, les mercenaires, la garde présidentielle de Le Pen, la sécurité des installations pétrolières, ça a quelque chose de tout à fait hallucinant. Et vous avez peut-être vu récemment sur France 3, après un interview dans Libération, qu'un repenti de chez Courcel avait expliqué que comment ils faisaient leur coup en Afrique, comment de temps en temps ils venaient aussi menacer des opposants en France, et comment, quand ils étaient un peu trop désœuvrés, on les envoyait dans les quartiers sensibles brûler des voitures pour y attiser aussi un peu l'ethnisme, parce qu'il n'y a pas de raison de développer le racisme seulement en Afrique. Donc vous voyez quand même que ces mécanismes sont assez inquiétants pour la démocratie. Alors je continue dans le négatif avant de passer un peu plus dans le positif, parce qu'il faut aller au fond du négatif. Il faut quand même nettoyer un peu les esprits de ce côté-là. Alors, il faut un petit chiffon. Je passe en Angola. L'Angola, c'est un pays très contrasté. C'est le pays le plus riche d'Afrique. Il y a d'énormes gisements d'or noir, de pétrole. C'est l'Arabie saoudite du XXIe siècle. Des patates d'or noir, de pétrole, gigantesques au large de l'Angola. Et en même temps, c'est le pays le plus malheureux d'Afrique parce qu'il est en guerre civile depuis 25 ans. On sait aujourd'hui, c'est tout à fait prouvé, que les Américains, les Français et d'autres armaient les deux côtés de la guerre civile. D'ailleurs, à elle, c'était très simple. Sirvin armait les rebelles et Taralo armait le gouvernement. Donc ça pouvait durer longtemps. Donc, un pays en guerre civile, un pays avec une richesse pétrolière extraordinaire. Alors, à ce niveau-là, quand il y a tant de pétrole, il faut partager les risques. On fait ce qu'on appelle des consortiums, c'est-à-dire des camemberts. Donc vous avez une grande patate d'or noir qui va produire 3-4 millions de tonnes, et vous avez ceci qui n'est pas un signe de paix, 43% pour Total Elfpina, 43% pour une société anglo-saxonne, Chevron, Exxon, tout ça, parce qu'évidemment, l'opposition, la guéguerre franco-américaine ou franco-britannique, c'est de la propagande à usage subalterne. Quand il s'agit de choses sérieuses, on s'entend. Mais le plus intéressant, c'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire, il y a 10% pour une société qui s'appelle Falcon Oil. Alors, Falcon Oil, c'est M. Falcon qui a enlevé un nœud et qui a fondé une société pétrolière aux États-Unis. Il n'est pas plus pétrolier que vous et moi, mais lui, le pasquoyen anti-américain, s'est installé à côté de Bush et était le plus gros contributeur de la campagne électorale de Bush. Puis à côté, vous avez une société de mercenaires israéliens, l'Efdan, et ce type de schéma, avec d'autres sociétés, vous le retrouvez dans toutes les patates d'or noir. Autrement dit, vous avez
un gisement gigantesque, est inscrit pour toute sa durée de vie la fourniture de biens et services de guerre. C'est comme ça que tous les pays d'Afrique et d'ailleurs qui ont le malheur d'avoir du pétrole, au lieu que ça les enrichisse, ça les appauvrit parce que la guerre est dans les gènes de l'exploitation pétrolière. Quand on a compris ça, on est obligé d'entrer dans des considérations assez inquiétantes. C'est-à-dire que, en fait, tous ces gens, les Marchiani, les Falcon, les Guédamac, les Sirvin, etc., ces gens-là qui sont dans le pétrole, ils sont aussi dans les ventes d'armes. C'est pour ça que l'affaire Elf est une affaire de trafic d'armes. Pourquoi, quand on parle d'affaire Elf, c'est l'affaire des frégates de Taïwan? Mais parce que c'est exactement la même chose. Tout l'argent du pétrole, une grande partie de l'argent du pétrole, passe par les paradis fiscaux. Une grande partie passe par des circuits opaques et occultes. Or, les armes, c'est la même chose. Il y a entre 25 et 50% de commissions. Tout passe par les paradis fiscaux. Et donc, puisque c'est les mêmes tuyaux, c'est les mêmes gens qui s'en occupent. Ces gens-là, ils font à la fois dans le pétrole et dans les armes. C'est d'autant plus pratique qu'il y a une partie de l'argent du pétrole qui sert à acheter des armes. Et tout ça constitue des cagnottes considérables. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas seulement les armes et le pétrole. Tous ces gens-là dont je viens de vous parler, ce sont soit des agents des services secrets, soit des honorables correspondants des services secrets. M. Falcon et M. Guédamac étaient protégés par la DST. M. Guédamac est aussi dans l'orbite de l'ancien KGB, du Mossad. M. Falcon est très proche des États-Unis. Tous ces gens-là, ils sont multicartes des services secrets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire que, depuis la guerre froide notamment, l'ensemble des services secrets, des deux camps, ont toujours eu des besoins de financement très supérieurs à ce que leur votaient les parlements. Et par conséquent, depuis toujours, ils se sont constitués des cagnottes en trafiquant, en magouillant dans le pétrole, dans les armes, mais on pourrait aussi dire les diamants, la forêt, etc. Donc vous avez une sorte de triangle. Armes, pétrole, services secrets. Et puis, en fait, quand vous regardez de près, ça va plus loin. C'est pas seulement les armes, le pétrole et les services secrets, c'est aussi branché complètement sur les circuits de blanchiment qu'on a en Afrique, à travers la Corse-Afrique des Jeux, Paris et Casino, dont on entend parler en ce moment, et qui a les mêmes comptes en banque et les mêmes circuits, très branchés sur le pétrole aussi. Parce que depuis toujours, les services secrets, dans leurs manœuvres, vous le savez bien depuis la guerre d'Indochine, qui était financée à moitié par le trafic de l'opium, vous le savez bien aussi que, je l'ai expliqué sans que Pasqua n'ait jamais osé m'attaquer en diffamation, que c'est lui qui a créé la French Connection pour faire un petit peu des bonnes œuvres des services secrets, etc., etc. C'est-à-dire qu'on arrondit les angles du... Donc, il y a seulement 3 pays maintenant qui demeurent sans banque centrale contrôlée par Rothschild. Alors, vous savez, dans les années de l'an 2000, il y avait 7 pays qui n'avaient pas de banque centrale contrôlée, possédée par les Rothschild. Il y avait l'Afghanistan, l'Irak, le Soudan, la Libye, Cuba, la Corée du Nord, l'Iran. Maintenant, les seuls pays qui demeurent en 2013 sans banque centrale possédée par la famille Rothschild sont Cuba, la Corée du Nord et l'Iran. Alors, vous voyez que l'agenda avance joyeusement. Donc, la famille Rothschild qui veut les banques iraniennes, évidemment, on veut gagner le contrôle de la banque centrale de la République islamique de l'Iran, qui est évidemment une des raisons principales aussi pourquoi l'Iran est ciblé par les pouvoirs occidentaux et les pouvoirs israéliens. Il est important d'explorer le système bancaire iranien comparé à ses contreparties israéliennes, britanniques et américaines. Il faut comprendre là, que dans l'islam, on interdit de charger les intérêts, ce qui est un problème majeur pour le système bancaire de la famille Rothschild. Et puis, jusqu'à une centaine d'années, charger des intérêts était aussi interdit dans le monde chrétien, alors qu'il était même, c'était même punissable par la mort, en fait. C'était considéré comme une exploitation, puis une forme, en fait, d'esclavage, OK? Mais lorsque les Rothschild ont pris contrôle de la Banque d'Angleterre autour des années 1815, ils ont donné de l'expansion à leur contrôle bancaire au-dessus sur plusieurs pays du monde. En fait, sur presque tous les pays du monde. Puis cette méthode a été mise en place pour, évidemment,
obtenir des politiciens corrompus de ces pays-là d'accepter des prêts massifs qui ne peuvent jamais repayer, qui est impossible en fait de repayer, et qui vont en fait, qui descendent dans la dette face au pouvoir bancaire de la famille Rothschild. Si un leader refuse d'accepter ces prêts, la plupart du temps, il est chassé du pouvoir ou assassiné. Si ceci échoue, eh bien, des invasions pures et simples militaires peuvent suivre. Et puis, évidemment, qu'à ce moment-là, une banque qui est basée sur les taux usuraires et d'intérêt de la famille Rothschild est établie. Alors, évidemment que la famille Rothschild exerce une influence très puissante sur les agences de nouvelles majeures du monde. Et puis, par répétition, les masses sont trompées en croyant des histoires d'horreur à propos de vilains, de gens evil, alors que les Rothschild contrôlent la Banque d'Angleterre, la Federal Reserve, la Banque centrale européenne, le Fonds monétaire national, la Banque mondiale, la Banque des règlements internationaux, la Banque, et ainsi de suite. Donc, écoutez, ils possèdent même la plupart de la quantité d'or dans le monde, ainsi que la London Gold Exchange, qui en fait fixe les prix de l'or à tous les jours. Et il dit que la famille possède à peu près la moitié de la richesse de la planète Terre, ce qui est estimé par le Crédit Suisse à être environ 231 trillions de dollars. Alors ça, c'est 231 000 milliards de dollars, qui est contrôlé par la tête de la famille Rothschild, qui se trouve à être Evelyn Rothschild. Alors imaginez, un article fort intéressant ici à découvrir, des raisons intéressantes à découvrir de tous ces mouvements-là. Alors, est-ce que c'est les trillions de dollars qui sont à faire en profit de pétrole, ou les trillions de dollars dans les profits de la guerre, ou est-ce que c'est les banqueroutes de l'économie américaine, ou ben non, est-ce que ça va être le départ de la Troisième Guerre mondiale? Est-ce que c'est de détruire les ennemis d'Israël ou de détruire la Banque centrale iranienne pour qu'il ne reste plus personne pour défier le racket monétaire des Rothschild? Ça pourrait être plusieurs ou n'importe quelle de toutes ces raisons, en fait, ou pire, ça pourrait être toutes ces raisons. Je vous disais, vraiment, vous devez comprendre. Voilà. Donc, on prend le pétrole et on installe la dette. Et on bousille le pays. Comment? On donne des armes et ça se tape. Nous avons entendu dans le documentaire. Elf donne des armes. Mais Elf n'est plus là. C'est maintenant Total. Le seigneur de la mort en Afrique. Total. Total donne des armes à 8%. Total est en contact avec les porteurs des valises. Est en contact avec les porteurs des mallettes. Des clans Nguesso. Et les porteurs de mallettes, ils sont dans les réseaux sociaux. Les porteurs de mallettes de Nguesso, ils sont dans les réseaux sociaux. Oui. Et la majorité vivent au Canada, aux États-Unis. Des bluffeurs. Ils ont des beaux discours, hein? Mais des discours très dangereux. Des discours pour accompagner les peuples dans la cascade, dans le couloir de la mort. Venez, 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 venez. Nous allons faire la table ronde. Dialogue. Émergence. Tout ça, ce sont que des mots de bluffement. On crée des situations, on tue, on extermine des populations, on tue le peuple. Le peuple qui ont élu leur nouveau président, Général Moukoko, condamné 20 ans d'emprisonnement. Général Dabira, soi-disant qu'il voulait faire péter l'avion de 8%. Mais attendez, mais 8%, on peut bousiller 8%, on peut faire péter son avion, c'est pas grave. Car 8%. Il a tué des Français dans le DC-10 UTA et des parents africains.
DC-18 en plein désert, en plein Arabie, hein? Bah, au Téméré. On ne peut pas oublier cela. 8%, il a pris des gens, il a mis dans des conteneurs, dans le fleuve, des gens vivants. 8% enterré des gens en Mbila. 8% enterré